Bienvenue sur Maman Bosse, le premier podcast collectif qui traite du sujet carrière et maternité. Disponible 3 mardis par mois sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site mamanbosse.fr. J'ai subi un licenciement économique pendant mon deuxième congé maternité. Et là, ça a été une énorme claque dans la figure. C'est à ce moment-là que j'ai lancé mon podcast. Ça m'a fortement questionnée. En fait, ça m'a tellement ébranlée dans mon identité que j'ai dû mettre à distance, pour me protéger, parce que c'était trop violent, le monde de l'entreprise. Que signifie vraiment être une maman bosse aujourd'hui ? Quelle est la réalité de la place des mères dans le monde du travail ? Comment les mamans boss surmontent les obstacles et atteignent leurs objectifs ? Je suis Marie, fondatrice du collectif, et vous écoutez Maman Bosse, un espace de parole libre pour montrer comment et pourquoi la maternité impacte nos vies professionnelles. Aujourd'hui, on se retrouve pour la toute dernière interview de cette saison 4 consacrée à l'entrepreneuriat. Et je suis ravie de boucler la boucle de cette saison avec celle qui a consacré son projet entrepreneurial à la reprise du travail après un congé maternité. Tinuan a accepté de revenir sur son parcours professionnel et sa maternité qui l'ont conduite à la création du podcast La Reprise et à l'écriture d'un livre sur le sujet. Vous découvrirez le rapport de Tinuan à l'entrepreneuriat et les raisons de son choix d'être aujourd'hui redevenu salarié. Bonne écoute! Bonjour Tinuan, bienvenue à mon micro, je suis ravie de t'accueillir. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire de qui tu es la maman et dans quoi tu bosses ? Bonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Alors je suis Tinuan, je suis la maman de 2 garçons, un de 3 ans et demi et un de 7 ans. Et donc quand je bosse dans la communication dans un établissement de recherche publique. Aujourd'hui, à quoi elle ressemble ta vie de maman boss ? Elle ressemble à une vie de maman qui court partout tout le temps, enfin surtout qui pédale beaucoup, parce que je vais au travail à vélo, et qui n'a pas beaucoup de temps pour elle, mais qui finalement a commencé à trouver un certain équilibre psychologique en étant revenue dans le salariat. Alors cette saison de Maman Boss est consacrée à l'entrepreneuriat et tu viens nous dire que tu travaillais dans un établissement public. Donc si on revient un peu en arrière, est-ce que tu peux nous dire à quel moment l'entrepreneuriat est entré dans ta vie et est-ce que toi c'est une volonté que tu as toujours eue ? Alors pas du tout, mais alors pas du tout, jamais. Je t'explique pourquoi, parce que mes parents étaient ce qu'on peut dire entrepreneurs. Enfin, de toute façon, ça c'est le terme à la mode, mais pour dire qu'en fait ils étaient à leur compte. Mes parents sont des réfugiés politiques du Vietnam. Je suis arrivée en même temps qu'eux, parce que je suis arrivée toute petite. J'ai fait toute mon enfance, toute mon éducation en France, donc je suis un peu en décalage par rapport à l'exil qu'ont pu vivre, que vivent mes parents. Ils étaient, eux, tous les deux universitaires. Et quand ils sont arrivés en France, très vite, en fait, pour des questions économiques, parce que j'étais là, plein de raisons, parce qu'il y avait une opportunité aussi, ils ont pris, comme beaucoup de réfugiés d'Asie du Sud-Est, la gestion d'un restaurant. Ils étaient tous les deux dans le restaurant, donc ils travaillaient tout le temps, en mode stacanoviste, comme aussi le nécessite la tenue d'un restaurant. Ma mère était en cuisine, mon père était en salle. Et en fait, j'ai vu mes parents cravacher tout le temps, la semaine, le soir, le matin, le week-end, tout le temps. Et du coup, déjà, c'est pas un rythme qui me faisait forcément rêver, puisque en fait, je voyais bien que dans un équilibre familial, ça mettait mes parents à distance, évidemment, puisqu'ils passaient très peu de temps avec nous. J'ai 2 frères. Et aussi parce qu'en fait, c'était juste éreintant. Ils avaient aucun moment pour eux. Mon père encore un petit peu, parce qu'il y a aussi une question de répartition des tâches domestiques et parentales qui est aussi inégale. Mais ma mère n'avait jamais aucun temps, donc je l'ai jamais conscientisé comme ça. Mais par contre, j'ai toujours mis de côté d'être à mon compte. Et mes parents ne m'ont jamais poussé à ça non plus. Ils attendaient surtout pas qu'on les suive dans cette voie-là. Donc eux-mêmes aussi nous ont mis à distance de ça. Alors comment s'est passé le début de ta carrière ? Est-ce que tu t'es construit en opposition par rapport à ce modèle ? À quoi tu aspirais ? Je me suis construite dans une logique d'être à l'abri financièrement parlant. Parce que mes parents aussi, je les ai vus à un moment donné de leur vie professionnelle où il y a eu des périodes de jachère économique compliquées, très compliquées. Et bon, je pense que c'est aussi le fruit d'une culture liée à l'exil où tu as toujours peur de perdre quelque chose. J'ai pas conscientisé comme ça à ce moment-là, mais je me voyais prendre un boulot, être salariée, et puis c'est très très bien. Et puis effectivement, la première fois où j'étais salariée, j'ai commencé tout de suite en CDI après l'école,
c'était confortable. Et je voyais bien à quel point c'était confortable par rapport à la situation de mes parents qui étaient toujours inquiets du lendemain, qui étaient toujours inquiets, qui partaient quasiment jamais en vacances parce que partir en vacances, ça veut dire du coup aucune rentrée d'argent. Et donc c'était hyper pénible et je voyais à quel point c'était confortable. Donc ça m'allait bien. Et ça m'allait bien jusqu'à pendant des années et jusqu'à on va dire les années 2010, 2015 où forcément, il y a eu ce mouvement de la société fortement impulsé par le gouvernement autour de cette fameuse Startup Nation, de l'innovation qui revenait sur le devant de la scène, sur la glorification des start-upers, etc. Donc forcément, au bout d'un moment, ça me titillait. Moi, en plus, ça faisait plusieurs années que j'étais dans ma boîte. Ça faisait plus d'une dizaine d'années que j'étais dans mon métier. Donc je commençais à aspirer aussi à d'autres choses. À quel moment de ce parcours est arrivée la maternité, l'envie d'avoir des enfants et comment ça s'est passé pour toi ? Ma première maternité est arrivée en 2016. Donc j'avais 36 ans à l'époque, j'avais déjà atteint, entre guillemets, une certaine maturité professionnelle. J'avais déjà acquis une certaine expérience professionnelle qui faisait que, entre guillemets, toujours, parce que c'est évidemment très relatif, j'avais l'impression d'avoir coché certaines cases de mon évolution professionnelle. Et comme à ce moment-là, dans les médias, on entendait parler des startups, de l'innovation, des trucs, et c'est ces sujets de nouveauté et tout ça qui m'intéressaient, je me disais, c'est intéressant, je commençais à être séduite par le truc, mais sans forcément imaginer faire le grand pas. Et mon premier enfant est arrivé. Et là, toujours de manière inconsciente, il y a une introspection qui se met en place sur qui suis-je, qu'est-ce que je veux faire. Et en même temps, c'était quand même assez confortable d'être dans le salariat, de pouvoir élever son enfant, pouvoir partir en vacances, etc. Puis, quand est arrivé mon deuxième enfant, là, j'ai pas vraiment eu le choix. En fait, j'ai subi un licenciement économique pendant mon deuxième congé maternité. Et là, ça a été une énorme claque dans la figure. C'est à ce moment-là que j'ai lancé mon podcast. Ça m'a fortement questionnée. En fait, ça m'a tellement ébranlé dans mon identité tout court, et évidemment mon identité sociale et professionnelle, que j'ai dû mettre à distance, pour me protéger, parce que c'était trop violent, le monde de l'entreprise. À ce moment-là, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas revenir. Et c'est là où je me suis dit, tant qu'à se faire décrocher de son poste, autant envisager complètement autre chose. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, peut-être que je peux complètement envisager autre chose. Et ce vers quoi mon esprit allait, c'était des idées de reconversion. Alors même que je n'avais jamais envisagé de me reconvertir, mais des idées de reconversion toujours vers des métiers indépendants. Et là, je me suis dit, pourquoi pas ? Et je me suis lancée en fait, dans le podcast à fond. À ce moment-là, ça m'a pris un temps énorme. Tu sais bien ce que c'est, la production d'un podcast. Ça prend énormément de temps. Je faisais tout seul. En plus, avec un bébé qui venait de naître, un deuxième qui n'était pas très grand. Donc, rien que ça remplissait mes journées. Et en même temps, je m'étais dit, je peux pas perdurer ça ad vitam aeternam. Il me faut une activité professionnelle rémunérée. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, j'ai qu'à me lancer en freelance. Et c'est là où j'ai vraiment envisagé l'entrepreneuriat. Donc tu l'as évoqué, toi tu as lancé le podcast La Reprise, consacré au départ et au retour de congé maternité. Et d'après ce que je comprends, ton premier congé maternité s'est globalement bien passé. Et alors quand on arrive là à ce deuxième congé maternité, comment ça se passe pour toi ? Est-ce que tu as particulièrement préparé ce départ ? Non, pas du tout. Enfin, le deuxième départ s'est fait de manière très précipité et très bizarre parce qu'en fait, j'étais enceinte fin 2019. Dès le début de ma grossesse, j'avais des douleurs partout. Et fin 2019, il y avait les gilets jaunes, les grandes grèves. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à télétravailler. Et en fait, très vite, entre les gilets jaunes, les grèves et le Covid, en fait, tout s'est enchaîné, quoi. Et puis, il y a eu surtout, en fait, une naissance prématurée. J'ai accouché de mon fils 2 mois avant terme. Ça, en plein confinement. Donc, autant dire que le départ en congé maternité n'a pas du tout, ni anticipé, ni réfléchi, ni quoi que ce soit, puisqu'en fait, je ne faisais que vivre dans... j'enchaînais des situations exceptionnelles, en fait. Et au moment où, enfin, mon fils sortait de néonat, ça faisait à peine 1 mois, et enfin, je me disais, OK, ça y est, tout va bien, on va enfin commencer à profiter de ce congé de maternité. Bim, annonce du licenciement, et là, dégringolade à nouveau, quoi. Qu'est-ce qui a été particulièrement difficile pour toi ? Qu'est-ce que tu as mal vécu vraiment ? Je saurais pas bien dire, moi. Alors déjà, c'est pas mes compétences professionnelles qui ont été remises en cause, parce que, entre guillemets, j'ai eu la chance de subir un licenciement économique collectif. Donc j'étais pas mise en cause
À titre individuel, c'était juste, je faisais partie d'une charrette. Bon, sauf que moi, j'étais en congé maternité. Et je pense que ce qui a été particulièrement dur, au-delà évidemment du surstress lié aux ressources financières qui allaient se tarir, surtout qu'en plus à ce moment-là, j'étais vraiment le pilier financier de mon foyer. Donc c'était juste la cata pour moi. Mais c'est au moment où c'est arrivé. Et c'est là où c'est particulièrement important de le souligner, c'est que n'importe quel licenciement, quel qu'il soit, c'est violent. De toute façon, pour n'importe qui. Mais quand tu es en congé maternité, quand tu es en postpartum, quand tu viens d'accoucher et qui plus est dans un contexte de crise sanitaire, de confinement, de prématurité, mais psychologiquement, c'est... Et donc, en fait, je pense que c'est ça, c'est le cumul de tout, à un moment donné où ça faisait déjà trop pour moi, quoi. Et donc, c'est sur ce sujet-là que tu as envie de prendre la parole en lançant le podcast La Reprise. Alors la reprise, ça s'est fait de manière très intuitive et très impulsive parce que dans ce marasme émotionnel et psychologique dans lequel j'étais, existentiel, où je me suis dit, en fait, il y a tout un pan de ma vie qui a été balayé en une demi-seconde. Qu'est-ce que je fais? Où je suis? J'étais dans un noir total. Et à un moment donné, sous ma douche, j'ai eu une idée. Je me dis, tiens... il faudrait travailler le sujet de la reprise, post-congé maternité ou du congé maternité, ou en tout cas du rapport du travail quand on devient mère et de la place des mères dans le monde du travail. Ça serait bien parce qu'en fait, je commençais à écouter des podcasts sur la maternité, on commençait à entendre parler du postpartum, etc. Mais le focus sur la maternité, la jeune parentalité et travail, il n'y avait rien. Je me dis, tiens, pourquoi pas ça? Et en fait, si je me suis lancée, c'est parce que à ce moment-là, au-delà du côté intérêt du sujet, en fait, c'est le seul moment dans cette période de vie très sombre où j'ai recommencé à trouver de l'intérêt à quelque chose, où j'ai recommencé à trouver de l'envie et du plaisir. Parce que à ce moment-là, en fait, dans ma tête, j'ai retrouvé des mécanismes de réflexion, d'idées, de créativité qui avaient été complètement annihilés par le licenciement. Et donc, je me suis dit, voilà, je m'accroche à ça, puis on verra bien. Et j'ai lancé le podcast comme ça. Et en fait, très vite, dès les premières interviews, je me suis pris en pleine figure la dimension politique du sujet. Et le tabou, et tous les sujets qui étaient à traiter, qui n'étaient pas traités. Et tout de suite, au-delà de on va dire, l'intérêt que j'avais à créer quelque chose, c'est le côté intellectuel et militant du sujet qui a tout de suite pris la manœuvre de mon esprit ensuite, quoi. Et est-ce qu'à un moment, tu as eu envie d'en faire un projet professionnel? Oui. Au début, je m'étais dit... le podcast c'est bien, je vais lancer, je vais voir ce que ça donne. En lançant, je savais pas trop ce que ça allait donner. Je me suis dit, est-ce qu'éventuellement je peux arriver à dégager des revenus par rapport à ça? Donc j'avais un peu sondé le côté, chercher à voir ce qu'était la monétisation de podcast dans l'absolu, ou est-ce que si je me spécialisais dans le podcast pour pouvoir produire des podcasts pour d'autres, etc. J'ai un peu creusé à ce niveau-là. J'ai vite refermé la porte en me disant, non, mais en fait, c'est quand même très spécifique. Est-ce que j'ai envie de me spécialiser dans le podcast? Je sais pas. J'adore ce format-là, j'adore ces discussions-là, mais finalement, ce qui m'intéresse dans le podcast, c'est plus mon sujet que le podcast en tant que tel. Parce que moi, je suis communicante de métier et j'apprends mon métier de manière très globale par le sujet. Et donc, déjà, c'est une manière de travailler la communication qui est spéciale. De ce fait, me dire que je me spécialisais dans un média n'allait pas dans ma conception de la stratégie de communication. Enfin, tout ça pour dire que ça a chopé un peu avec ma culture métier, de me spécialiser dans le podcast. Donc, j'ai très vite refermé les portes. Après, je me suis dit, si je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, ça sera pas dans la voie du podcast, mais qu'est-ce que je peux faire qui puisse peut-être croiser ce que je fais pour le podcast. Parce qu'à un moment donné, je m'étais dit, au tout début, je me suis dit, je fais le podcast et en même temps, je fais du freelance en com. Et donc, j'avais commencé à lancer des pistes. En fait, je me dis, le freelance, c'est gentil, mais si je veux vraiment me lancer, il faut vraiment que je me lance à 100%. Je peux pas le faire entre 2 émissions de podcast à produire, 3 posts Instagram, etc. Il faut que j'arrive à me concentrer et j'y arrivais pas. Puis, à vrai dire, le freelance en com, à ce moment-là, c'était un peu le cadet de mes soucis. J'avais tout sauf envie de revenir dans mon métier. Et donc, je me suis dit, ok, c'est pas ça, pas freelance en com, pas projet autour du podcast. Est-ce que sinon, je trouve un projet sur mon sujet de prédilection, la reprise, sur les sujets d'égalité femmes-hommes dans le monde du travail, qui puisse du coup me permettre à la fois de continuer le podcast, parce qu'il n'était pas question que je lâche le podcast, et qui puisse en même temps me permettre de capitaliser sur tout ce que j'apprends et tout ce d'analyse que je retire de mon podcast, pour ensuite en faire un métier, une activité en soi. Donc j'ai creusé ça. En plus, j'étais incubée avec mon podcast dans un incubateur qui s'appelle le Media Lab 93 et qui était porté par La Ruche également. Et donc j'ai réfléchi à un projet professionnel qui était très bien sur le papier, qui était de se lancer une activité d'accompagnement notamment des entreprises
et ou des individuels sur justement l'après, enfin le départ et le retour de congé maternité. Mais en fait, très vite, je me suis confrontée à mes propres limites personnelles qui sont que je n'arrive pas et je n'ai pas envie en fait d'allier militantisme et business. Parce que je ne sais pas traiter mon sujet autrement qu'à travers une fibre très militante et des points de vue très militants, très engagés, avec des décryptages très systémiques, des travers et des injonctions genrées, des représentations genrées, des discriminations, tout ça. Et que dans le cadre d'une activité professionnelle, forcément, il fallait que je lise certains de mes discours, enfin mon discours par rapport à certaines cibles. Il fallait que je fasse attention à pas lire certaines choses par rapport à d'autres. Et puis aussi, il y avait un truc très bête qui était de me dire qu'à un moment donné, pour lancer l'activité, j'allais toucher qui, si ce n'est des secteurs, des entreprises ou des femmes qui sont déjà... Alors non pas qu'elles n'ont pas de problème, c'est pas le cas, mais qui sont déjà privilégiées. Et ça, fondamentalement, ça me faisait un peu mal au cœur. De me dire que par exemple, si je lançais un accompagnement de femmes à leur retour de congé maternité, qui est-ce que j'allais aider sinon celles qui ont déjà les moyens, en fait, de faire appel au service de quelqu'un d'autre. Et pas celles qui en ont, entre guillemets, le plus besoin parce qu'elles sont complètement sous l'eau. Donc tout ça, c'est des questionnements qui, moi, me mettaient mal à l'aise et avec lesquels j'arrivais pas à tirer de ligne franche entre le pro et le perso. Plus le fait que mon quotidien d'entrepreneur, c'était en fait exactement ce qu'ont vécu mes parents. Donc c'est travailler tout le temps, y penser tout le temps, consacrer ses week-ends même de manière subie à y réfléchir tout le temps, les vacances tout le temps aussi. Et ça, franchement, ça me pesait trop. Et c'est pour ça que j'ai décidé de revenir dans le salariat. En plus de ton podcast et de tes réflexions personnelles sur une activité professionnelle autour de ce sujet carrière et maternité, tu as publié un livre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet dans le projet ? Oui, alors ce projet dans le projet, effectivement, en fait, j'ai rencontré mon éditrice tout à fait par hasard lors d'une rencontre d'autrice. J'étais allée voir et je lui ai fait un gros coucou, Judith Aquien. Et bon, je vous passe les détails de la soirée, mais à un moment donné, je me suis retrouvée à discuter avec Laure-Hélène Akaoui, qui allait devenir mon éditrice, qui m'a dit « C'est hyper intéressant ce que tu dis, est-ce que tu veux pas écrire un livre sur le sujet ?» Ça n'a pas été simple et c'est ça aussi qui a fait que j'ai un peu disparu des radars pendant des mois parce qu'il fallait écrire ce livre. Et finalement, a posteriori, c'est le meilleur moyen que je pouvais trouver pour donner de l'ampleur à mon militantisme sur le sujet sans en faire un business. Bon, certes, il y a la vente du livre, mais en vérité, pour quiconque sait comment le marché d'édition travaille, c'est clairement pas avec des droits d'auteur d'un livre qu'on paie ses factures. Pour autant, je pouvais pas trouver de meilleure manière que de pousser mon projet de podcast et du coup pousser mon projet de faire la lumière sur ce sujet de la reprise du travail après le congé maternité et toutes les inégalités, toutes les injonctions, toutes les discriminations que les femmes subissent à ce moment-là, et ce tabou du silence sur leurs difficultés, je ne pouvais pas trouver mieux que ce livre-là, puisque ça m'a permis, en fait, c'est un essai sur ce sujet-là, c'est pas une retranscription du podcast en tant que tel, c'est vraiment mon analyse de tous les aspects, toutes les dimensions du sujet. J'ai pu vraiment, au travers de ce livre, poser tout ce que j'avais envie de dire, et tout ce que j'ai surtout envie que les gens sachent sur cette période-là. Et du coup, ça a formidablement bien, entre guillemets, boucler ce cheminement intellectuel que j'avais opéré à travers le podcast. Est-ce que de se plonger dans ce sujet carrière et maternité, toi, ça a apporté un éclairage différent sur la suite de ta carrière ? Ça n'a pas apporté un éclairage, le fait de me plonger dans ces sujets de carrière maternité, ça m'a pas apporté un éclairage sur les choix à faire. Enfin, en tout cas, parce que du coup, je suis revenue dans mon métier de communicante. Par contre, je le fais un peu autrement. Et puis surtout, ma manière d'être en tant que manager et ma manière d'être en tant que salarié est différente. J'ai conscience de beaucoup plus de choses et du coup, bon, ça impacte un peu dans la manière dont je communique aussi, ça c'est certain, mais c'est surtout ça impacte dans la manière dont j'interagis avec les gens. Je suis beaucoup plus ouverte, c'est pas le terme, mais à l'écoute. Justement, de toute cette sensibilité qu'on n'a pas ou qu'on n'a pas de manière générale au travail sur les situations personnelles et mentales. Je suis plus vigilante aussi à la manière dont on peut considérer les vulnérabilités dans le cadre de l'entreprise et j'essaie d'agir en conséquence.
Et je le fais pas de manière consciente. Je suis pas arrivée dans mon nouveau poste en me disant je vais faire ci, je vais faire ça, etc. Justement, je voulais revenir dans le salariat pour mettre de côté un peu le côté militant, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que si je suis revenue dans le salariat, c'est aussi parce que dans l'entrepreneuriat et surtout dans des types de sujets d'engagement, c'est que non seulement ça te bouffe du temps, tout le temps, t'es jamais off, mais en plus émotionnellement, quand tu prends le sujet de manière militante et engagée, moi ça me bouffait beaucoup trop. J'étais en colère pour tout le temps. J'étais en révolte, en revendication politique sur tout et n'importe quoi. Et c'est hyper usant, en fait, surtout quand t'es mère de famille, avec des enfants en bas âge. Et moi, j'avais besoin de couper. Je suis revenue dans le salariat aussi pour ça. Je suis pas revenue dans le monde du travail en me disant j'ai appliqué mes revendications. Non, justement, j'avais besoin de mettre une certaine distance par rapport à ça. Pour autant, je constate que dans la manière dont je fais et je traite des choses qui arrivent au fur et à mesure, et je les traite différemment de la Tine Nguyen d'avant. Et est-ce que toi, tu as réussi à un moment à trouver cet équilibre entre entrepreneuriat et vie personnelle, ou est-ce que ça a été très rapidement compliqué? Tu as donc vite fait le choix de revenir au salariat? Alors, j'ai pas fait vite ce choix, pour plein de raisons, parce que j'avais aussi, je pense, mon inconscient avait besoin d'être prêt à revenir dans le monde du salariat. Je pense que c'était aussi, et ce que je constate aussi beaucoup auprès de ceux qui retournent de congé maternité, qui subissent des violences au travail, qu'elles soient psychologiques, mais en tout cas qui sont maltraitées à leur retour de travail, c'est qu'il y a une vraie rupture par rapport au monde du travail, et que du coup, tu te réfugies dans l'entrepreneuriat pour te mettre à distance des souffrances que tu as vécues dans le monde salarié. Mais aucun équilibre. Justement, c'est pour ça aussi. En fait, mais après, c'est propre à chacun. Hein. C'est propre aussi à son couple, sa dynamique de famille, etc. Mais moi, j'arrivais pas du tout à trouver un équilibre. Et en fait, le fait d'être salarié me permet de trouver plus facilement cet équilibre. Je dis pas que c'est la règle pour tout, mais en tout cas, individuellement et à mon niveau, c'est le cas. C'est ce qui me permet de mettre des limites, ce qui me permet, moi, d'arriver facilement à mettre de côté les tourments professionnels dès que je rentre à la maison. Alors qu'avant, ok, il y a les enfants, mais j'étais rongée par la culpabilité de pas avoir avancé sur mon projet professionnel comme je le voulais, de pas aller aussi vite que je voulais, d'y penser tout le temps, et en même temps, je culpabilisais de pas prendre vraiment tout ce temps-là pour mes enfants de manière extrêmement approfondie, en étant complètement avec eux. Moi, j'y arrivais pas. Et en fait, c'est le salariat qui me permet de plus facilement le faire, en fait. Est-ce que dans cette nouvelle organisation, ce nouveau mode de travail, toi, tu as changé ton organisation, tes horaires, tes modes de garde? Comment tu t'es adapté à cette situation? Oui, j'avais le même système de garde. Enfin, en tout cas, j'ai pas essayé de les garder. Enfin, oui et non, parce que en fait, quand bien même tu essaies de te mettre des garde-fous pour pas que ta vie familiale absorbe tout, j'allais quand même les chercher plus tôt qu'avant. J'étais plus présente pour toutes les sorties scolaires. J'ai fait taxi dans tous les sens pour aller emmener mon fils à toutes ces activités par Mons et par Vaux. Enfin, l'année dernière, il avait un nombre d'activités hallucinant et je faisais tout ça. Et en fait, mis tout bout l'un dans l'autre, je m'étais mise dans moi-même parce que tiraillée entre attends, mais si je suis à mon compte, c'est bien pour pouvoir profiter de ma famille, et donc du coup tu te mets plein de trucs sur les épaules à vouloir que ton enfant s'épanouisse dans toutes les activités du monde possible et imaginable et qu'il passe du temps avec toi, etc. Donc tu te retrouves en fait à passer très peu de temps, à avoir très peu de temps pour bosser vraiment. Donc le matin par exemple, je me disais pas faut que je me lève très tôt, que je dépose mon enfant très tôt pour pouvoir bien bosser. Non, c'était j'emmène à la crèche le dernier quand il veut. Il se réveille à 10h, à 10h même. Bon, du coup, au moment où je le dépose à 11h, où il faut que j'aille chercher le grand à 16h30, en fait, mes journées, elles étaient rikiki. Et tout ça en me disant, faut quand même que j'essaie un minimum de ranger la baraque, etc. En fait, t'as le temps de rien, quoi. Donc, j'étais perpétuellement dans cette quête perpétuelle d'un équilibre qui était juste intenable. Est-ce que la dimension financière est aussi rentrée en ligne de compte dans ton choix? Oui, évidemment. De manière très pragmatique, j'ai eu le privilège de pouvoir pousser mon exploration de l'entrepreneuriat jusqu'à la fin de mes allocs, chômage. Et puis, au bout d'un moment, principe de réalité, je me dis, soit tu puises à jamais dans des économies qui ne seront plus là, tu deviens complètement dépendante de ton mec, pas question. Soit tu mets vraiment la pédale 4e vitesse sur ton projet entrepreneurial, mais est-ce que tu as vraiment envie ? Soit tu rebondis différemment, quoi. Et c'est là où j'ai décidé de rebondir différemment, aussi parce que ça allait faire 2 ans, et au bout d'un moment, je m'étais dit, si je veux revenir dans le monde du salariat, faut pas que j'attende trop longtemps non plus, sinon ça va être compliqué à justifier, et ce décrochage va être trop long pour pouvoir reprétendre à des postes
à la hauteur des responsabilités que j'avais avant, quoi. Donc oui, évidemment. C'est à la fois des raisons financières comme des raisons d'anticipation, de projection, en fait, professionnelle, quoi. Est-ce que ce projet, ce cheminement, ça a eu un impact sur le type de poste, les types de structures où tu as eu envie de postuler et de revenir dans le salariat? Non, pas au sens où ça n'a pas eu d'incidence du tout. Mais parce qu'en fait, finalement, le podcast et la manière dont je prends le sujet sont tout à fait logiques et cohérents par rapport à tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, y compris au niveau professionnel. Quand bien même c'était complètement intuitif et impulsif au départ, ça n'a pas été le grand écart. Et donc en fait, ça n'a été que la continuité de tout ce que j'avais fait, les choix que j'avais fait jusqu'à présent. Et ça ne m'a fait que confirmer ce que je voulais avant. Donc, c'est-à-dire, de toute façon, j'ai pas postulé à des postes qui, de toute façon, auxquels j'aurais pas non plus postulé avant. Après, cette période entrepreneuriale m'a permis de mieux comprendre qui j'étais, surtout de mieux comprendre le besoin de liberté et d'autonomie dont j'ai besoin pour m'épanouir quotidiennement au travail. Et cette liberté-là, il y a des postes, il y a des endroits où tu peux avoir une liberté entrepreneuriale là. Et c'est ce que j'ai recherché en fait dans ma recherche d'emploi, c'est ce que j'ai recherché quand je fais des entretiens, c'est ce que je testais quand j'étais avec les gens, mes éventuels N+1 en face de moi, pour voir justement si cette liberté-là, j'allais bien l'avoir dans le poste auquel je postulais. Et donc ça a une incidence par rapport à ça que j'aurais peut-être pas aussi bien compris et défini dans ma recherche d'emploi si j'avais cherché un emploi avant cette période entrepreneuriale. Et est-ce que ta parenthèse entrepreneuriale, tu l'as valorisée dans ton CV et ta recherche d'emploi? Oui et non. C'est-à-dire que je ne l'ai pas présentée comme une aventure entrepreneuriale en tant que telle, parce que sur les conseils d'un cabinet de recrutement, et d'ailleurs aussi c'est pour décomplexer toutes les personnes qui pourraient nous écouter, qui pourraient se dire « mais attends, moi j'ai un trou dans la raquette là, parce que j'ai eu un enfant, je me suis arrêtée, ou j'ai voulu lancer un projet, etc. » C'est très fréquent qu'il y ait ces pauses-là depuis le Covid. Et en fait, le cabinet de recrutement me disait « bon, de toute façon, vous inquiétez pas, les recruteurs, ils sont très décontractés par rapport aux pauses éventuelles de cette période-là. » Bah voilà, moi j'étais pile dans ce truc-là, même si c'était pas fait exprès. En revanche, il m'a alerté sur le fait que ça pouvait faire flipper un recruteur d'être face à quelqu'un qui avait lancé son projet entrepreneurial et qui finalement revenait dans le salariat, parce que ça voulait dire que soit, elle le faisait par dépit, parce que ça n'avait pas marché, soit elle avait échoué, que du coup elle rebondissait comme elle pouvait. La culture de l'échec étant ce qu'elle est en France, où l'échec n'est pas accepté à tort, alors qu'aux États-Unis, au contraire, l'échec et surtout les leçons qu'on tire de l'échec. Et en plus, moi, je dis ça, mais en fait, ma période d'entrepreneuriat, je ne la vois pas du tout comme un échec. Moi, je le vois comme un cheminement dans mon parcours professionnel. Mais voilà, le cabinet de recrutement m'avait dit, les recruteurs peuvent préférer quelqu'un dont ils sont sûrs qu'il ou elle se sent bien dans le salariat. Et à ce moment-là, quand j'ai commencé ma recherche d'emploi, j'étais pas sûre en fait. C'était juste, je me tâtonnais, j'étais quand même dans est-ce que j'ai vraiment envie de lâcher cette liberté-là? Est-ce que j'ai vraiment envie d'être à nouveau dans un carcan salarial, administratif, avec des boss, des RH, de l'administratif, des collègues? Est-ce que j'ai encore vraiment envie de ça? J'en sais rien. Je savais pas trop. Ça, je peux le dire beaucoup plus facilement maintenant que je suis dedans et que j'ai expérimenté depuis plusieurs mois. Donc, je sais ce que j'en retire et je sais que j'ai pris la bonne décision. Mais sur le moment, j'étais pas sûre du tout. Et donc, justement, le cabinet de recrutement, avait dû sentir ça ou devait présupposer que ça pouvait être le cas de beaucoup de gens qui ont tenté l'entrepreneuriat, qui revenaient dans le salariat. Donc, il m'avait plutôt conseillé de bien raconter ma pause professionnelle, mais comme une pause pour un projet personnel plutôt que comme un projet entrepreneurial. Donc, j'ai mis en valeur, évidemment, ce que j'avais fait pour le podcast et tout ce que j'en avais tiré, mais pas forcément en racontant que tout ce que je viens de te dire sur mes cheminements sur entrepreneuriat ou pas. Est-ce que, à contrario de l'image que l'on peut avoir parfois sur les réseaux sociaux, toi, tu dirais que tu te sens plus libre et peut-être plus équilibré aujourd'hui dans le salariat que dans l'entrepreneuriat? Oui, clairement. Clairement. Enfin, en tant que mère, je pense que je ne dirais pas ça si j'étais pas mère. Très clairement, parce que le souci, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société qui fait peser tellement d'injonctions sur les femmes en tant que mère, que quand tu es mère et que tu ne
justifies pas d'une activité rémunérée régulièrement par, on va dire, une organisation identifiée comme professionnelle et tout ça, lancer juste un projet entrepreneurial pour lancer un projet entrepreneurial en tant que femme et en tant que mère, les gens te regardent de manière un peu exotique quand même s'ils te jugent pas, mais ils te prennent pas forcément. C'est pas une question de prendre forcément au sérieux, mais c'est pas un projet abouti, donc ils s'attardent pas trop. Tu sais pas trop quoi raconter, tu vas pas leur parler de tes tâtonnements, etc. Donc t'as l'impression de pas exister vraiment socialement, et donc tu t'accroches aussi à ton identité de mère, et t'as envie d'être une bonne mère. Et la bonne mère aujourd'hui, c'est ça qui passe énormément de temps avec ses enfants, à faire tout bio, à cuisiner tout machin. Donc t'as l'impression qu'il faut que tu fasses ça aussi, et donc t'es perpétuellement entre deux feux qui sont juste incompatibles, parce que quand tu lances un projet entrepreneurial, si tu le lances pas à fond, en fait, t'y arrives pas. Tu le fais pas. Donc tu culpabilises toujours de n'être ni vraiment mère, ni vraiment entrepreneuse, et de pas arriver à faire tout ce que tu devrais faire, alors qu'un projet entrepreneurial, en soi, c'est un bébé. Et gérer 2 bébés, quand t'es jeune mère, c'est juste impossible. Après, il y en a qui réussissent, c'est tant mieux, mais je ne pense pas que c'est la généralité. Et ce que montrent les réseaux sociaux comme le have it all, de tout avoir, je pense que c'est faux. Et je pense que c'est délétère, et que l'image de la Wonder Woman qui réussit tout et lancer un projet entrepreneurial et arriver à élever ses enfants en bas âge, c'est hyper délétère pour tout le monde, parce que ça ça occulte toute la réalité de ces mères qui réussissent, et que la plupart du temps, elles réussissent parce que, elles peuvent s'appuyer sur un conjoint qui fait beaucoup, voire tout, et ça, c'est pas le cas de tout le monde, loin de là, et qui éventuellement peuvent s'appuyer sur des ressources financières qu'elles ont par ailleurs, et qui constituent du coup aussi un matelas, au-delà d'être un matelas financier, un matelas psychologique, est quand même hyper rassurant. Et des réseaux et tout ça. Enfin, les réseaux sociaux et la glorification des start-upers, c'est l'image qu'on veut en avoir, et c'est l'image qu'on construit sur les réseaux sociaux parce qu'il s'agit de se vendre. Donc c'est ça, les réseaux sociaux, si ce n'est du marketing de soi. Et donc il faut prendre vraiment ça à distance. Et il faut considérer aussi le salariat comme un moyen d'émancipation et de liberté et de confort. Et le confort n'est pas un vilain mot, et c'est pas un mot sale. Surtout quand on est jeune parent, et que c'est absolument parfois vital d'un point de vue santé mentale d'être aussi dans ce confort-là. Et est-ce que tu te sens plus confortable, y compris dans ton rôle de mère ? Alors, je me sens beaucoup plus confortable, ouais. Je dirais pas que j'ai un équilibre du tout, je suis en train de le chercher, je suis en pleine reprise, en pleine prise de poste. Est-ce que je suis plus confortable dans mon rôle de mère ? Non, pas forcément. Enfin, oui et non. Disons que j'arrive beaucoup plus facilement à me relâcher et à me concentrer sur mes enfants sans avoir à penser « Ah merde, il faut que je fasse mon post Instagram à ce moment-là parce que c'est le moment où tout le monde est là. Ah non, j'ai oublié de faire ci, j'ai oublié de faire ça, nanana. » Là, je sais que je vais dire « C'est pas grave, j'ai oublié de faire ci, j'ai oublié de faire ça. C'est pas grave, je le ferai demain, c'est pas grave. » Entre guillemets, je toucherai quand même un salaire à la clé, et entre guillemets, je donne déjà beaucoup à la boîte. Donc ça, j'arrive beaucoup plus facilement à vraiment profiter de mes enfants quand je suis avec eux. Et donc ça, déjà, en soi, c'est énorme, et c'est un confort. C'est pas un confort, en fait. C'est un objectif qui est atteint. Et est-ce que pour l'avenir, tu penses que tu as définitivement clôturé le chapitre de l'entrepreneuriat ? Pas du tout. Moi, pas du tout. J'ai pas de dogme là-dessus. J'ai pas d'idées préconçues. Et puis surtout, moi, ce que ça m'a appris aussi ces dernières années, c'est que rien n'est acquis, en fait. Tout est à construire. Et le fait d'avoir vécu autant de crises, d'avoir rebondi, me dit bon voilà, j'ai la capacité de rebondir, et si j'ai envie de rebondir dans l'entrepreneuriat parce qu'au bout d'un moment j'en ai marre, et je le ferai. Merci beaucoup Tiny-Wan, je te propose de passer à la toute dernière question traditionnelle dans ce podcast. Est-ce que tu as un conseil ou une phrase que tu aurais aimé entendre au début de ta carrière et que tu souhaites aujourd'hui partager ? Je sais pas, je pense que je pourrais réfléchir pendant des semaines. Il y a un truc qui me vient, et du coup je suis mon instinct comme j'ai toujours suivi. Je sais pas si j'aurais aimé entendre ça, mais je te livre ce qui me vient à l'esprit, c'est « Tu es capable de tout ». Merci à Tiny-Wan d'avoir accepté mon invitation. Je vous indique dans les notes de l'épisode les liens vers son podcast et vers le livre La Reprise. Son histoire clôt parfaitement cette saison consacrée à l'entrepreneuriat, à l'issue de laquelle je pense pouvoir dire qu'il n'y a pas de recette parfaite pour concilier vie pro et vie perso. Il y a autant de chemins et de possibilités qu'il y a de femmes, tout simplement. Pour aller plus loin, sur les leçons que je tire de cette saison et les réflexions que m'inspirent mes invités, je vous donne rendez-vous sur le blog mamanboss.fr. On se retrouve très vite pour le tout dernier épisode de la saison, et d'ici là, Maman Boss!